Monsieur Christophe Daubier, ancien directeur de Sanofi Montpellier, qui va nous parler d'une contradiction éventuelle entre l'accès aux médicaments et la loi du marché. Il est particulièrement disposé pour traiter de ce sujet délicat qui fait qu'actuellement, certains imaginent que les laboratoires pharmaceutiques seraient soupçonnés dans les préventions nourries à l'égard des laboratoires. Monsieur Daubier, vous allez pouvoir nous faire le point pour nous montrer que les laboratoires pharmaceutiques jouent le jeu dans la lutte contre la pandémie de Covid. Oui, merci beaucoup. En effet, mon intention, naturellement, d'abord, ça va être une intervention qui va être beaucoup plus courte que celle que prévue, puisque c'était 40 minutes, donc ça, je pense que ce sera 30 minutes, parce que je veux laisser la place plutôt à la discussion derrière, c'est ce qui est important. Et je ne suis pas là, en effet, pour justifier l'industrie pharmaceutique, mais je vais plutôt, en fait, ça va être un complément en fait, de la conférence de Ronnie Broman, vous allez voir. Alors, en effet, y a-t-il contradiction entre l'accès aux médicaments et la loi du marché? Alors pour moi, on va reprendre le terme triangulation. Est-ce qu'il y a une triangulation entre contradiction, accès aux médicaments et loi du marché, sachant qu'il y a une très très grande interdépendance? Alors avant de parler de contradiction, je pense qu'il va falloir définir ce qu'on appelle accès aux médicaments et ce qu'on appelle aussi loi du marché. Alors, c'est très clair, traiter uniquement ce sujet d'un point de vue économique, pour moi, ce serait non pas hors sujet, mais pour ce colloque, je pense qu'il faut plutôt s'orienter vers un aspect humaniste et universaliste, sachant que ça peut être extrêmement restrictif si on parle donc au niveau économique, parce que au niveau des entreprises pharmaceutiques, il y a bien sûr des contraintes financières, certes, mais il y a aussi des contraintes politiques et des contraintes juridiques. Donc ce qui nous intéresse dans cette question, c'est que cette contradiction, en fait, n'est-ce pas une incompatibilité logique? Et la véritable question, en fait, qui demeure, est-ce que la loi du marché et l'universalisme d'un accès aux soins et aux médicaments, est-ce qu'il y a une incompatibilité logique ou une adéquation possible? Donc je préfère pas utiliser le terme contradiction. Alors tout d'abord, qu'appelle-t-on loi du marché? Alors certes, la connotation est très économique sur la loi du marché, puisque c'est le marché qui dicte sa loi et qui régit la concurrence entre les différents acteurs qui sont en présence. C'est ce qui permet de réguler les prix, c'est ce qui permet d'établir un équilibre entre l'offre et la demande. Mais si on s'intéresse à la loi du marché, non pas sur un plan économique, mais sur un plan juridique, qui est complètement différent, c'est ce qui construit une instance sociale et en même temps un droit de propriété et une certaine liberté de commerce. C'est pourquoi, dans mon introduction, je disais que prendre une approche purement économique, c'était extrêmement restrictif, car le marché n'est pas un état de nature économique, mais une construction juridique. Le marché étant généré par l'État et ses lois. Ce sont les lois de l'offre et de la demande qui peuvent tendre à une autorégulation, mais, là encore, une autorégulation s'il y a concurrence. Certes, toute la question subsiste, car nous parlons de concurrence. Qu'en est-il d'une position quasiment monopolistique, ce que j'appellerais une concurrence unicentrée? Peut-on parler d'autorégulation, sachant que dans le cas d'un monopole, cette autorégulation se rapproche plus d'une monorégulation qui pourrait conduire à un humanisme constructiviste. On distingue déjà d'ailleurs dans cette approche une partie de la réponse, car c'est ce que nous vivons actuellement dans la pandémie.
il n'y a pas de concurrence, puisque nous sommes en position quasi monopolistique, puisque nous avons 2 vaccins, Pfizer et Moderna, nous avions AstraZeneca et Janssen, qui ont disparu d'ailleurs du marché français. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés plus tard, et surtout ils étaient moins actifs, ça c'est certes, et moins aboutis. Et donc nous en sommes dans une position quasiment monopolistique. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus, si vous voulez, un peu... Donc on a abandonné les vaccins AstraZeneca et Janssen, mais nous avions commandé des doses en avance. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est que l'État français, et d'autres États d'ailleurs, ont gardé les vaccins Pfizer et Moderna, mais ont donné aux pays pauvres et aux pays en voie de développement les vaccins AstraZeneca. Donc, si vous voulez, il y a une certaine... dans cette approche, il faut voir quand même que c'est un peu... on est dans un espèce de cynisme, parce que l'Afrique du Sud, donc, qui a reçu en fait les vaccins AstraZeneca, a arrêté sa campagne de vaccination. Pourquoi? Parce qu'elle attend justement de la part de l'OMS un état de fait. Est-ce qu'ils doivent reprendre en effet, avec ces vaccins AstraZeneca, leur campagne de vaccination? Donc, vous voyez, il y a une espèce de certain cynisme quand même dans l'accès aux médicaments, c'est-à-dire qu'on donne en fait des médicaments, et je voudrais dire aussi, et répondre à une question hier, enfin tout du moins ce qui a été dit hier, cette connotation, en fait, quand on parle de don, donc le don est assimilable à non pas à une solidarité laïque. Pour moi, le don, c'est une solidarité laïque, alors que, en fait, pour certains, assimilent le don à une charité chrétienne. Pour moi, c'est absolument pas une charité chrétienne, c'est une solidarité laïque. Alors, c'est sûr que sans concurrence, la demande est nettement plus forte et les prix sont non régulés. Ce qui conduit à une profonde inégalité de traitement. D'un côté, les pays riches qui ont les moyens, et d'un autre côté, les pays en voie de développement qui n'ont pas accès aux technologies de pointe. Nous sommes vraiment confrontés dans ce cas à une sorte d'universalisme ethnocentrique, sous-tendant un humanisme constructiviste en considérant les êtres humains comme des objets de profit, des objets que l'on manipule pour construire son propre édifice individualiste. Ces êtres humains ne sont ni libres de leurs choix, ni responsables de leurs actes, et c'est un exemple encore frappant puisque la Chine va fournir à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins, de son propre vaccin chinois, 600 millions sous forme de dons et 400 millions par la mise en place d'une production rendue possible par la levée de leur propriété intellectuelle. Et je reviendrai surtout à la propriété intellectuelle plus tard. Alors là, nous sommes vraiment confrontés à une incompatibilité, puisque certes, ces lois du marché qui sont mises en place s'opposent en réalité à un universalisme des traitements, parce que nous avons certes une adéquation totale entre accès aux médicaments et les lois du marché, mais par contre, ce n'est pas pour moi un universalisme totalement gratuit, puisque c'est un universalisme à des fins purement géopolitiques. Tout à l'heure, Ronnie Broman parlait des colonisations. Certes, ce n'est pas une colonisation, mais malgré tout, la Chine, actuellement, en donnant son 1 milliard de doses, si vous voulez, c'est une implantation géopolitique, parce qu'il s'implante en Afrique. Sous réserve ensuite, bien sûr, tout ça ce n'est pas gratuit, parce que de toute façon, ensuite, la Chine va pouvoir, en échange, on donne des vaccins gratuits, mais en échange, va pouvoir profiter des ressources naturelles de la Chine dont il manque. Donc vous voyez, c'est quand même un humanisme, un universalisme quand même un peu tronqué. Alors, peut-on contrecarrer cette incompatibilité logique pour revenir à un universalisme égalitaire et surtout désintéressé? Alors, est-ce vraiment un problème économique? Je vous disais tout à l'heure que le marché n'est pas un état de nature économique, mais une construction juridique. Et là, nous touchons véritablement du doigt les problèmes de propriété intellectuelle. Et c'est d'ailleurs
c'est ce qui va nous permettre, en effet, de nous faire passer de l'autre côté du miroir. Alors, je reviendrai tout à l'heure, et Ronnie Broman tout à l'heure en a parlé, sur donc le HIV en Afrique, avec les traitements de HIV en Afrique, et donc je reviendrai tout à l'heure sur justement ce qui a été fait pour le traitement du HIV en Afrique, pour le traitement de la trithérapie. Alors, au plus fort de la crise du Covid-19, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a eu des tentatives de dialogue, de partage de propriété intellectuelle, mais alors, je vais vous dire, les discussions ont vite tourné court. Parce que de toute façon, premièrement, l'argent public est à l'origine du préfinancement de la recherche et de la production du Covid-19, enfin du vaccin. Ensuite, ces industries doivent être extrêmement transparentes, parce qu'elles doivent rendre les accords de licence publique. Et d'ailleurs, MSF, tout à l'heure, mais il ne l'a pas dit, Ronnie Broman, MSF avait demandé à ce que, exceptionnellement, justement, la propriété intellectuelle sur ces vaccins soit levée. Pourquoi? Parce qu'il considérait que ces vaccins étaient un bien public mondial dont personne ne devait profiter. Faute de cet accord, parce que finalement il n'y a pas eu accord, certes, faute de cet accord, on a biaisé quand même un peu cette chose-là, et en fait, quand un pays riche négociait un contrat avec un producteur de vaccins, dans le cas du Covid, en fait, il y avait un certain nombre de doses qui étaient prévues pour justement un contexte humanitaire. Donc on a réussi à éviter un peu ce problème donc, de brevet en se disant, ben, écoutez, on va attribuer un certain nombre, un pourcentage de doses dans un contexte humanitaire que l'on va donner. Alors, peut-on aboutir à un universalisme inégalitaire? Là, je vous parlais tout à l'heure de l'universalisme égalitaire. Alors, peut-on aboutir finalement, à contrario, à un universalisme inégalitaire? Alors, je pense que les lois, en effet, du marché peuvent être compatibles avec une certaine forme d'universalisme. Mais, ironie du sort, dans certains cas, peut-on engendrer l'effet inverse, c'est-à-dire qu'un universalisme débridé devient un obstacle à l'égalité des soins, c'est-à-dire l'image inverse dans le miroir. Et ensuite, il faut éviter toute simplification, donc toute vision simplificatrice, en considérant que les bienfaits de la liberté de la concurrence puissent rentrer en concurrence avec l'égalité des soins. Car il existe plusieurs égalités, entre autres dans notre pays. En effet, l'égalité, ça consiste à quoi? C'est une uniformité des règles, sachant que tout individu, quel que soit son niveau social ou de richesse, doit être traité de façon identique sur un plan éthique et médical. Nous sommes donc en présence d'un universalisme généralisé, que j'appelle, moi, universalisme débridé, car nous avons une application uniforme de la loi qui peut parfois non pas aboutir à une égalité de traitement, mais à une inégalité de traitement, je vais vous dire pourquoi. En effet, un certain nombre de personnes ne peuvent pas exercer leur droit à un accès aux soins, qui leur est totalement reconnu pourtant. Pourquoi? Parce que ces soins sont rendus inaccessibles, car ces personnes sont exclues du système social et de la société. Il n'y a donc plus d'uniformité, ou plutôt une uniformité de la diversité. L'université est de fait exclue car l'individu en tant que tel n'est plus considéré comme une entité commune mais issue de la diversité et dans ce cas, l'universalisme est un obstacle à l'égalité. Je voudrais aussi traiter un point, qu'est-ce qu'on appelle une économie humaniste? Alors, un raisonnement économique s'attacherait à expliquer une différence de traitement, que cela soit pour des raisons de non-concurrence ou de prix prohibitifs. En fait, un raisonnement non économique, basé sur un universalisme simplificateur, je dirais, peut nous montrer que le bien et la recherche du bien-être à tout prix peut conduire en fait à l'effet inverse. Nous devons tendre vers une économie humaniste qui défendrait ces valeurs en prenant en compte les réalités économiques, mais aussi toutes les lois qui s'y rattachent. Chaque personne, c'est une réalité, et c'est normal, c'est humain, cherche à maximiser son propre bien-être par une demande purement individuelle au détriment du collectif. Cette demande individuelle qui peut être en contradiction avec le collectif
déstabilise l'autorégulation des marchés et de l'économie humaniste, car l'individuel prend le pas sur le collectif en déséquilibrant cette même loi du marché. Nous en sommes donc maintenant à l'accès aux médicaments. Là, je vous ai parlé un peu donc de l'humanisme, universalisme, sachant que de toute façon, l'accès aux médicaments, derrière, automatiquement, va être attaché aux lois du marché. Tout ça, c'est complètement interdépendant. Alors, qu'appelle-t-on accès aux médicaments? Alors, il faut, je pense, distinguer plusieurs accès. D'une part, la disponibilité des médicaments existants, et donc commercialisés, qu'ils soient first in class ou génériques. Alors, first in class, c'est le jargon pharmaceutique, ou générique. Mais il ne faut pas oublier aussi dans cet accès ce non disponible et non accessible, car il n'existe pas sur le marché. Car considéré comme non intéressant à développer ou même non rentable, et je reviendrai tout à l'heure au phénomène de rentabilité par l'industrie pharmaceutique. L'accès aux médicaments est un enjeu éthique. Les principes d'égalité de traitement et surtout de justice sociale sont un droit élémentaire dans ce contexte. Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser au marché concurrentiel, car dans le cas d'une position monopolistique, comment peut-on envisager un accès aux médicaments pour tous? Alors ça, c'est certes, pour l'industrie pharmaceutique, c'est un souci. Alors je reviens à la lutte contre le sida. Le paludisme ou autre maladie très présente dans les pays pauvres et en voie de développement. Les populations font face à un triptyque parfois très lourd à gérer, les paramètres étant très dépendants et très liés les uns aux autres. Alors, il est d'abord constitué, bien sûr, par les facteurs économiques, ça, c'est sûr, les facteurs sociaux et politiques, Ronnie Broman en a parlé, et en troisième lieu, la disponibilité des produits. Alors, dans cet ensemble complexe, comment atteindre un point d'équilibre, ou un espèce de centre de gravité, qui permettrait de concilier enjeux financiers, certes, mais aussi humanisme et universalisme? C'est un enjeu éthique. Sachez que 81% des ventes mondiales de médicaments, selon l'OMS, sont réalisées dans les pays industrialisés, 81%, et ces pays industrialisés ne représentent que 18% de la population. Cette inéquité d'accès aux médicaments et aux soins, en plus aggravée par l'insuffisance des efforts de recherche et développement de l'industrie pharmaceutique, concernant des pathologies négligées, je vais revenir sur ce qu'on appelle une pathologie négligée. Quand on parle de pathologie négligée, ce ne sont pas les maladies rares dont parlait tout à l'heure d'ailleurs Ronnie Broman, puisque donc le téléthon, les maladies rares. Non, ce n'est pas ça les maladies négligées. Ce sont les maladies propres aux pays pauvres, pathologies pour lesquelles le retour en investissement n'est pas suffisant pour l'industrie pharmaceutique. Alors, comment faire front à ces maladies tropicales complètement négligées? Alors, ces maladies sont des maladies virales, que ce soit la rage, la dengue, chikungunya, l'Ebola récemment, puisqu'on a aussi des crises d'Ebola, bactériennes, la lèpre, trachome, et même parasitaires, les schmanioses, et ainsi de suite. Toutes ces maladies ne sont pas considérées comme des priorités médicales au niveau mondial, car elles sont plus souvent méconnues par le public, surtout, mais elles tuent journellement dans la totale indifférence des pays riches. On chiffre à 2 millions par mois le nombre de personnes qui doivent avoir accès à un traitement pour ces maladies, qui pour la plupart sont mortelles. Ces maladies sont délaissées par la recherche médicale. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre elles, les traitements existent, mais on ne les produit pas car non rentables. Et tout à l'heure, d'ailleurs, il y a fait intéressant aussi, Ronnie Broman, je ne sais pas si vous vous souvenez, a dit que certains produits, certains médicaments pour le cancer, on allait les transformer par changement de formulation, on allait pouvoir les utiliser sur d'autres activités. On essaie dans ce cas de jouer sur la prévention, la lutte contre les vecteurs, l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la santé publique vétérinaire, mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi quand même, malgré tout, là, il ne faut pas être
pessimiste, il faut quand même garder son optimisme. Hein. Donc l'Institut, ce qu'on appelle l'Institut DNDI, donc Drug for Neglected Disease Initiative, a été mis en place. Cet institut prend en charge, d'une part, la recherche et le développement et la production de médicaments essentiels pour lutter contre ces maladies au travers de projets internationaux en partenariat avec le secteur public et l'industrie pharmaceutique. Et 5 maladies mortelles ont été ciblées et des millions de vies ont été sauvées en développant des traitements oraux de courte durée sûrs et efficaces et surtout adaptés aux défis de ces pays-là. Et tout à l'heure, Ronnie Broman vous l'a dit, on est obligé de changer les formulations donc, de ces médicaments pour s'adapter à ces pays. On ne peut pas souvent utiliser des voies injectables, mais des traitements oraux. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand vous êtes au fin fond de la brousse, faire des produits injectables, c'est quasiment impossible. Ensuite, vous ne pouvez pas avoir des produits réfrigérés parce qu'il n'y a pas toute la logistique réfrigérée qui existe dans ces pays-là. Donc on est obligé d'adapter en fait les traitements à ces pays. Et c'est encore toute la difficulté. Et surtout, ce qui se passe, d'ailleurs Ronnie Broman aussi en a parlé, ce sont les instabilités politiques, puisque beaucoup de ces pays sont en guerre, alors actuellement donc c'est terrorisme, et finalement ces populations subissent et sont des moyens de pression, sont des leviers politiques. Alors comment peut-on résoudre ces problèmes d'accès aux médicaments pour des raisons de prix? Parce que bien sûr, derrière, quand même, malgré tout, on va en revenir à un problème économique, les raisons de prix. Alors, je soulignais que le problème d'accès aux médicaments non disponibles, car ces derniers n'étaient pas rentables. Maintenant, attachons-nous à l'accès des produits, mais cette fois-ci, les pauvres qui n'ont pas les moyens de payer et pour lesquels les prix sont très élevés. Alors la raison d'être de l'industrie pharmaceutique, en effet, est l'accès pour tous au traitement afin d'améliorer la qualité de vie, quel que soit son niveau de vie, sa richesse et ce que je vous disais, son niveau social. Là, nous touchons le véritable problème. Peut-on parler d'éthique quand un des objectifs principaux est de concilier demande et rentabilité? Nous sommes dans une situation très paradoxale. Comment concilier les intérêts privés économiques qu'il ne faut surtout pas rejeter, parce que derrière, vous avez des emplois quand même, hein, attention, et assurer ce que pourquoi ces sociétés ont été créées, assurer des missions d'intérêt public. Alors c'est une situation paradoxale qui a été largement mise en avant par justement toutes ces associations humanitaires, parce que c'est un problème aussi d'image pour ces industries qui sont concernées. Elles doivent se changer un peu leur paradigme et changer aussi leur stratégie. Et pour mieux coller aux chartes RSE qu'ils ont mis en place, parce que toutes les industries pharmaceutiques, justement pour racheter un peu cette image, un peu, disons, au niveau du grand public, c'est vrai que, bon, d'abord, il y a le lobbying, il y a ensuite, ben, ces industries, en effet, gagnent beaucoup d'argent, mais ne font pas suffisamment de dons, donc automatiquement, ils ont créé donc, des chartes RSE, elles ont été toutes mises en place. En plus, de grosses entreprises ont mis en place maintenant des fondations qui se chargent de donner en effet un certain nombre de médicaments à toutes ces populations. Mais, comme toujours, elles doivent faire face à d'autres contraintes qui sont politiques, parce que de toute façon, souvent, dans ces pays pauvres, ben, le système politique est corrompu. Alors tous ces programmes visent à contrecarrer le fait que les 3/4 de la population mondiale n'ont pas accès aux médicaments essentiels car trop pauvres pour les acheter. Alors c'est sûr que en général dans ces pays, c'est finalement la population, mais comme ils n'ont pas les moyens de les acheter, ils ne les achètent pas, mais c'est la population, en fait c'est 95% donc, des patients. On n'a pas ce que nous avons dans les pays riches, le système donc sécurité sociale et ainsi de suite, accès aux soins, et ben, ils payent les médicaments, mais ils ne peuvent pas donc les payer ces médicaments essentiels, et donc ben, c'est pourquoi de toute façon on a un problème d'accès. Alors comment baisser les prix? Alors c'est sûr qu'il y a d'abord les coûts et les risques liés aux investissements de la R&D, ils sont énormes. Il faut savoir que développer, donc ça prend à peu près 10 ans pour développer un médicament, et développer un médicament, c'est en gros entre 1 milliard à 1,5 milliard d'euros
sur 10 ans pour développer un médicament, entre la découverte de la molécule jusqu'à la mise sur marché. C'est pourquoi donc le système mis en place des brevets a pour but de garantir un rendement et un retour en investissement, mais aussi équilibrer les intérêts des inventeurs, mais aussi des patients. Alors qu'est-ce que l'on peut faire face à cette propriété intellectuelle? Alors maintenant, c'est vrai que ce qui a été mis en place, ces pays pauvres peuvent faire appel et ont recours à des garanties compatibles avec l'accord des droits de propriété. C'est-à-dire que l'importation parallèle et la licence obligatoire sont reconnues comme des clauses de santé publique, empêchant un fournisseur détenteur d'un brevet d'appliquer des prix trop élevés sur un médicament. Et en plus, ce qui est extrêmement intéressant et important, c'est que l'OMC a mis en place un accord, ce qu'on appelle l'accord ADPIC, accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce. Et cet accord, surtout, est régi non pas par des lois internationales, mais par les lois nationales de ses propres pays. Et surtout, il y a des clauses qui sont introduites dans la législation du pays concerné, et ces clauses de sauvegarde, qui sont telles que les licences obligatoires, et surtout l'importation parallèle et l'exception Bollard. Alors je veux juste faire un point sur cette exception Bollard, parce que c'est extrêmement important. Les fabricants de génériques, en fait, sont tenus de démontrer l'efficacité et la sécurité de leurs produits, même si donc c'est un générique, ils changent un certain nombre de paramètres dans ce médicament, et donc ils sont tenus de faire entre autres des études de bioéquivalence, des choses comme ça, donc des études quand même avant donc de pouvoir commercialiser leurs produits. Mais le problème, c'est que souvent ces essais cliniques, ils sont entrepris lorsque le produit est encore breveté. Et donc, dans ce cas-là, ces génériqueurs sont considérés comme contrefacteurs. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'exception Bollard? Eh bien, en fait, si vous voulez, c'est une exception juridique qui permet à ce que certaines activités complémentaires nécessaires, en fait, à lancer un générique, mais pendant que le produit est encore breveté. Donc, cette exception, ça permet aux génériqueurs de lancer leurs études avant que le produit donc, tombe dans le domaine public. Et là, c'est extraordinaire, parce que ça, bien sûr, ça encourage, disons, la concurrence, donc automatiquement, si vous voulez. Mais par contre, la condition, c'est que ces génériqueurs ne pourront vendre leurs produits qu'aux pays pauvres, qui auront donc leur législation nationale qu'ils découvriront. Alors, en fait, c'est extraordinaire. Et je vais vous prendre justement le cas du sida. Donc, la Thaïlande, le Brésil et l'Afrique du Sud, maintenant, produisent donc des médicaments, des trithérapies pour les pays pauvres. Uniquement pour les pays pauvres. Sachez que, actuellement, le prix d'une trithérapie dans les pays africains, et ils sont extrêmement touchés, les prix d'une trithérapie donc dans les pays africains est de 15 € mensuels avec les génériques. Alors que le coût mensuel dans nos pays riches est de 700 €. Donc 50 fois plus. Alors derrière, vous allez me dire, mais attendez, où sont les marges? Je vais vous en parler ensuite des marges des industries pharmaceutiques. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une marge. 700 € par mois dans les pays industrialisés, 15 € par mois dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est vrai, c'est ce qui permet en effet ces génériques et cette exception Bollard de favoriser l'accès aux médicaments qui sont chers dans les pays industrialisés, mais qui sont abordables dans les pays en voie de développement. Alors, je vais y venir justement maintenant. Ce prix du médicament, comment est-ce qu'il est déterminé? Parce que ça peut paraître complètement aberrant. 700 € dans les pays industrialisés, 15 € dans les pays pauvres. Alors, actuellement, les prix donc, de ces médicaments, ils sont extrêmement liés. Alors, dans un monde idéal, ce serait en effet que l'on paye en fonction des résultats obtenus par les traitements, plutôt que de payer en fonction des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Et actuellement, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que dans le prix d'un médicament de l'industrie pharmaceutique, vous payez en effet les 1,5 milliard d'euros donc, de développement sur 10 ans, mais vous payez aussi tous les échecs. Parce qu'il faut juste, je vous donne un chiffre,
Au départ, vous avez 100 molécules qui sont à peu près, on va partir sur 100 molécules sélectionnées. Vous aurez sur ces 100 molécules 10 qui vont parvenir en développement, c'est-à-dire on va démarrer le développement préclinique, on va commencer les études cliniques, ainsi de suite. Et sur ces 10 molécules, il n'y en a qu'une qui va sortir. Donc il faut bien payer quand même toute la recherche et tout le développement de ces autres molécules qui n'aboutissent pas. Et tout ça, c'est inclus dans le prix du médicament de l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est sûr qu'il serait intéressant, en effet, que la stratégie de payer un médicament en fonction des résultats obtenus, ça serait extrêmement intéressant, parce qu'on casserait ce paradigme destructeur qui consiste à inclure dans le prix des médicaments commercialisés non seulement donc les coûts de développement induits par la molécule, mais aussi les coûts de développement de celles qui ont été abandonnées. Et là, ce matin, je vais vous livrer un chiffre que peu de personnes connaissent. Moi, je le connais parce que venant de l'industrie pharmaceutique. C'est la marge de l'industrie pharmaceutique. Alors, vous allez tout de suite crier au scandale, mais non, parce que justement, il faut que l'industrie pharmaceutique finance toutes les recherches à côté des autres médicaments. Donc, attention, il faut quand même prendre en compte toutes ces choses-là. Mais enfin, la marge donc, de l'industrie pharmaceutique est actuellement de 90%. Parce qu'elle compte, en prenant en compte les dizaines de milliards d'euros qui ont été engagés sur d'autres médicaments qui ne seront jamais commercialisés, qui seront abandonnés pour des raisons soit de biodisponibilité, d'activité, de toxicité, bénéfice-risque, et même en retour d'investissement, parce qu'ils considèrent que la marge ne sera pas suffisante. Donc, on revient sur le fait que ces sociétés devraient être rémunérées en fonction de leurs résultats, mais bien sûr, si on les rémunère en fonction de leurs résultats et si les prix des médicaments sont adaptés uniquement en fonction de ce qui est trouvé, dans ce cas-là, c'est une innovation, des innovations technologiques qui doivent être mises en place, c'est-à-dire diminuer bien sûr le taux d'échec de la recherche de l'industrie pharmaceutique, en mettant en place de nouvelles innovations dont nous parlions ce matin, les médecines personnalisées, la médecine translationnelle et ces choses-là, de telle sorte que, en fait, on baisse finalement ce taux d'échec, et ce taux d'échec va véritablement imputer, va vraiment se reporter sur le prix de vente du médicament. Alors, elle devrait être rémunérée en fonction des résultats, mais vous pensez bien qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Hein, et c'est sûr que... pourquoi cette stratégie n'a pas abouti? Tout simplement parce que, en fait, le débat se concentre sur les problèmes liés à la propriété intellectuelle. Alors, soyons lucides. La propriété intellectuelle est l'arbre qui cache la forêt, parce que la propriété intellectuelle n'est le prétexte que pour se focaliser sur l'essentiel. On ne se focalise pas sur l'essentiel, c'est-à-dire que nous avons une désorganisation totale de la santé mondiale. Je ne parle pas nationale, je parle de la santé mondiale. Il est crucial d'avoir des actions ciblées et conjointes entre les différents États, qu'ils soient pauvres ou riches, les sociétés civiles et les pouvoirs politiques en place, et bien sûr les compagnies privées. Là encore, c'est un triptyque quand même important. Parce que de toute façon, beaucoup de médicaments, en fait, indispensables, ne sont plus protégés par les brevets, et pourtant, les patients n'y ont toujours pas accès. Ceci démontre totalement que les brevets ne sont pas un obstacle à l'accès au traitement, puisque je vous ai montré précédemment que les règles, entre autres l'exception Bollard, pouvaient détourner en effet la propriété intellectuelle. Alors, pour améliorer l'accès aux soins, il faut renforcer le système de santé, donner aux femmes les moyens d'agir dans ce secteur, car malheureusement, dans beaucoup de pays pauvres, la place de la femme est une portion congrue. Il faut attaquer avec conviction à la prévention et au mode de vie. Ceci passera par la mise en place de partenariats à tous les niveaux de la chaîne, recherche, production, logistique, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, par une mise à disposition dans un contexte politique évolutif et certes parfois très liberticide. Donc les entreprises concernées doivent montrer aussi clairement que le rapport coût-bénéfice est positif, tout en montrant la véritable valeur du produit commercialisé. Alors, très rapidement, je vais en revenir sur la transparence de la tarification des vaccins.
Alors ça, c'est vraiment ce que nous avons vécu avec la pandémie. Il est nécessaire d'avoir une plus grande transparence concernant la tarification des vaccins. Lorsque l'on soutient que l'argument de ne pas divulguer le prix d'un vaccin est d'intérêt public, c'est complètement absurde. Alors quand je parle de prix, je parle bien sûr du prix de production, du prix de vente et donc les marges dans le secteur. Divulguer le prix d'un vaccin, c'est pouvoir se le procurer sans pénurie. Cela permet au marché de se transformer, de mettre en place la concurrence. Quand un État, et dans notre cas l'Europe, négocie la tarification d'un vaccin et que les résultats des négociations sont plus ou moins tenus secrets, enfin ça a un peu fuité, cette opacité voulue et entretenue pose un problème. Nous sommes en totale contradiction avec un système démocratique. Ne pas divulguer un prix donne un avantage à l'entreprise qui commercialise le bien, ce qui empêche les États de comparer les prix. Les entreprises pharmaceutiques, en plus, affirment que le coût de développement est élevé, certes, mais comment prendre des décisions éclairées au niveau politique et public si les données ne sont pas transparentes? Un autre état de fait, c'est la mise à disposition prioritaire du vaccin. Lorsqu'un État finance, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Angleterre, avec AstraZeneca, ou aux États-Unis avec Pfizer, lorsqu'un État finance en grande partie la recherche et développement d'une entreprise privée, c'est ce qui lui donne de facto un droit de regard et surtout une exclusivité de mise à disposition de ce dernier. Regardez ce qui s'est passé avec AstraZeneca. Boris Johnson a gardé AstraZeneca et ensuite les autres étaient servis après. Alors l'accès aux médicaments et aux besoins médicaux. Il faut se concentrer ses efforts sur des domaines pour lesquels les besoins médicaux sont élevés. Reste à savoir ce que l'on entend par besoins médicaux élevés. À l'instant T ou dans un futur proche. Les besoins de maintenant ne sont peut-être pas les besoins du futur et aucune recherche n'est réalisée car les besoins n'existent pas ou tout du moins non intéressants financièrement. On parle des antibactériens. On note actuellement une croissance des résistances aux antibiotiques. Mais on note aussi une arrivée progressive de nouveaux agents pathogènes dus au réchauffement climatique. Et nous avons des bombes sous notre pied. Surtout ces bombes qui sont en sommeil et qui vont se réveiller par justement le fonte du permafrost. Vous avez des tas de virus, des tas de bactéries qui sont là-dessous, qui vont être libérés par le réchauffement climatique. Alors là, je ne vous dis pas, c'est une bombe, parce qu'on n'en fait rien pour l'instant là-dessus. Donc ces antibactériens notent actuellement une croissance des résistances aux antibiotiques, mais aussi donc avec l'arrivée de ces nouveaux agents pathogènes. Les antibactériens dans l'industrie pharmaceutique, ils sont très, très transparents dans l'industrie pharmaceutique. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi il n'y a pas d'antibactériens qui voient le jour? Tout simplement parce qu'un tel investissement dans le contexte actuel n'a pas de sens, car d'une part, il n'y a pas de demande, enfin une demande minime, on va dire, elle n'est pas essentielle, et d'autre part, un tel investissement n'a pas de sens d'un point de vue commercial. Et aussi, si on ne dissocie pas le prix de la R&D avec le taux d'échec, ben en fait, il s'avère qu'un antibactérien, en général, ce qu'on appelle le coût de traitement journalier, un antibactérien ne coûte pas très cher. Par contre, le coût de développement est extrêmement cher. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, là encore, il y a quand même une incompatibilité, c'est-à-dire qu'on va commercialiser un produit et qui n'aura pas un coût très cher, mais par contre, le coût de développement est extrêmement cher. Et alors, on a montré que dans 20-30 ans, les courbes de mortalité vont s'inverser entre les décès par les cancers et les décès dus aux agents pathogènes, virus et bactéries. Que fait-on actuellement? Rien. La politique de l'autruche. Priorité donnée au court terme, mais pas au long terme. Pas de prédiction, pas de volonté politique, pas de prise de risque, un retour en investissement rapide. Tout est dans la réaction face à un événement soudain. Nous avons d'ailleurs la preuve aujourd'hui. Aucune anticipation n'ayant été envisagée, car ce qui guide la recherche, c'est la demande immédiate. La crise actuelle en est la preuve. Alors en conclusion, je vais conclure. Vous voyez que l'accès aux médicaments pour tous est un sujet complexe. Se poser la question d'une contradiction éventuelle avec les lois du marché est encore plus complexe, car plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Quelle est la place de l'humanisme et de l'universalisme dans tout cela? Certes, les lois du marché sont une infime partie de l'iceberg. Les législations existantes sur la propriété actuelle sont un frein, mais quand il y a une réelle volonté de toutes les parties, on trouve une solution. Ce qui nous manque, c'est l'anticipation et c'est notre vision court terme.
Pratiquer un humanisme débridé ou un humanisme ethnocentrique comme le fait la Chine nous laisserait à penser que les lois du marché ou accès aux médicaments sont totalement compatibles, mais ne nous trompons pas. Nous tordons les aiguilles d'une soi-disant philanthropie pour arriver à des fins commerciales et même interventionnistes. Il peut y avoir compatibilité et non-contradiction, à condition que chaque partie y mette du sien. Les producteurs de médicaments qui acceptent de revoir leur propriété intellectuelle afin de mettre en place une véritable concurrence, ces mêmes fabricants qui acceptent de s'intéresser à des pathologies existantes mais non rentables à leurs yeux, des industries pharmaceutiques et des pouvoirs publics mais aussi politiques qui ensemble définissent une véritable vision stratégique, non pas à l'échelle nationale mais à l'échelle mondiale. Une prédiction de ce qui va nous arriver et non pas de ce qui nous arrive, une anticipation nécessaire qui doit détacher de tout retour en investissement rapide. Laisser le temps à la recherche, innover pour baisser le taux d'échec dans le développement, ce qui aura un impact direct sur les prix. Cette inégalité de traitement et de mise à disposition conduit à créer le chaos, car les frontières n'existent pas pour un virus ou un futur virus. Quel constat faisons-nous actuellement ? En Afrique, les taux de vaccination restent très faibles parce que la mise à disposition du vaccin se fait au compte-gouttes, certes, mais il y a aussi quand même des données culturelles, puisqu'il y a quand même beaucoup de vaccins à disposition, mais la culture de ces pays-là fait qu'ils ne veulent pas se vacciner. Et l'apparition donc de nouveaux variants, ce que nous vivons actuellement, parce que l'apparition de nouveaux agents pathogènes et de maladies existantes mais négligés, issus de continents défavorisés, car délaissés par une politique ethnocentrique et un humanisme à sens unique. Les maladies tropicales négligées par ce réchauffement climatique ou les maladies non intéressantes à nos yeux, car guidées par une loi des marchés impitoyable, ne vont-elles pas devenir les maladies de demain alors que nous n'avons rien fait pour les contrôler ? Merci de votre attention.